Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Comme vous le savez, chaque vendredi, on élargit le spectre sur Téléfinance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale. Vous le savez, l'ensemble des articles qui sont traités, l'actualité qui est traitée dans votre JT Vu d'ailleurs, eh bien, est tirée du site internet www.vudailleurs.com. À l'international, et si le conflit ukrainien était plus qu'un remake de la guerre froide? Et si, comme l'affirme le président américain Joe Biden, est arrivée l'époque de l'affrontement entre les démocraties et les dictatures? Dans cette pièce terrible où l'acte 1, scène 1 se déroule sur le théâtre ukrainien, l'acte 2, scène 2 se préparerait-il sur le continent asiatique? Or, dans cette pièce de théâtre qui s'écrit sous nos yeux, les personnages ne se contentent pas de s'affronter sur le terrain idéologique et politique. En effet, bien que le conflit soit l'essence du théâtre, puisqu'il permet de marquer les contrastes, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'intimidation, de joute verbale, de doigts pointés vers le haut, mais bel et bien d'une forme de théâtre de rue, avec comme sujet principal, eh bien, l'arme nucléaire qui n'est plus dissuasive, mais désormais offensive. En effet, selon les observations sud-coréennes, la Corée du Nord travaille à réhabiliter un tunnel sur le site de Punggye-ri, là où elle a réalisé 6 essais nucléaires souterrains entre 2006 et 2017. Mais rassurez-vous, rien de bien grave, car les experts disent que le Nord pourrait seulement tester une petite arme nucléaire tactique qui peut être chargée sur des missiles balistiques, et elle serait lancée autour de la fête nationale du 25 avril pour commémorer les fondations de l'armée révolutionnaire du peuple coréen. L'unité d'action, la Corée du Nord. L'unité de temps en 2022. L'unité de lieu, le monde libre contre le monde clos. Ah oui, une dernière chose que je tiens à vous préciser. Selon les experts, le conflit nucléaire qui se préparerait ne serait qu'un conflit mesuré de faible intensité. C'est très rassurant. À tout de suite dans le JT Vu d'ailleurs. En France, et si la fiction devenait réalité? Et si finalement les extrémistes de tous bords arrivaient au second tour des présidentielles et donc au pouvoir? C'est ce qu'affirment certains sondages en tout cas, qui placent désormais les candidats frontistes et communistes au second tour. Mais en termes de probabilité pure, peu de gens veulent le reconnaître, mais la réélection d'Emmanuel Macron est loin d'être acquise, alors que celle de Marine Le Pen est parfaitement possible. Et ce, pour plusieurs raisons. Mais la plus évidente et la plus dangereuse, la plus insinueuse, est que le discours de l'extrême droite n'est plus diabolisé. Et même si son image s'est adoucie, son programme n'en reste pas moins d'extrême droite. Quelles seraient les conséquences de la mise en œuvre d'un programme politique extrémiste et raciste? Globalement, la mise en œuvre de son programme plongerait le pays dans une crise sans précédent et largement irréversible dont les électeurs seraient les premières victimes. Et ce, sur tous les thèmes, qu'ils soient écologiques, économiques, culturels, juridiques, sécuritaires, militaires. Bref, son programme est une atteinte profonde à nos libertés fondamentales. Comme l'écrit si justement Jacques Attali, pensez-y avant de jouer avec l'idée qu'après tout, 5 ans de Macron, ça suffit. Reprochez surtout aux anciens grands partis de ne pas avoir été capables de faire émerger des programmes et des candidats dignes de notre grand pays et du grand débat qu'aurait dû être cette élection présidentielle, et écartons la tentation du pire. On marque une pause et on se retrouve juste après avec notre invitée, Madame Pascale Luciani. Pascale Luciani qui est directrice du site touristique du château de la Tour-Landry et avec laquelle nous allons aborder le thème du slow tourisme. A tout de suite sur TV Finance dans votre édition du JT Vu d'ailleurs. Nous sommes de retour dans votre JT Vu d'ailleurs et nous allons désormais ouvrir notre rubrique l'actualité culturelle, et pour ce faire je suis en plateau avec Madame Pascale Luciani. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Bonjour Madame, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Juste avant de commencer votre interview, je rappelle que c'est un enregistrement et qu'il sera diffusé le vendredi 8 avril. Je suis donc avec vous êtes directrice générale du site
touristique du château de la Tourlandry, dans le Maine-et-Loire. Vous êtes également lauréate régionale d'un plan national de relance orchestré par l'ADEME en faveur du slow tourisme. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Et grâce à ce prix, eh bien, le château de la Tourlandry va pouvoir lancer son projet baptisé In Terra Mogia, qui a pour objectif de développer l'histoire du végétal à travers l'art, les sciences et les sens. Madame Luciani, où en êtes-vous de la concrétisation de ce projet? Eh bien écoutez, d'abord on est très très fiers de l'avoir reçu. Ça, c'est indéniablement une dynamique nouvelle qu'on va pouvoir insuffler à partir du château de la Tourlandry, mais pas que pour le château de la Tourlandry. Je crois que c'est d'abord ça qu'il faut préciser. In Terra Mogia, c'est pas château de la Tourlandry. C'est bien un autre terme parce qu'il signifie qu'on va s'intéresser à un territoire. Et c'est dans ce territoire des Mauges et de l'Anjou au plus large que va s'inscrire ce projet de slow tourisme. D'accord, donc c'est un projet à plusieurs finalement, il y aura plusieurs partenaires. Vous êtes moteur en quelque sorte de ce projet dans votre localité. C'est tout à fait cela qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait mieux ensemble. Et donc, il était impossible de relancer une économie touristique locale en se disant que nous, au château de la Tourlandry, on allait être meilleurs que les autres. En revanche, tous ensemble, on va pouvoir porter un propos, un message, une destination. Et c'est dans cet esprit que nous avons conçu et écrit ce projet. D'accord, un esprit qui se partage. Vous êtes donc lauréate d'un prix qui promeut le slow tourisme, mais c'est quoi le slow tourisme justement? Alors en effet, il y a souvent cette question, c'est quoi le slow tourisme? D'abord, on va enlever le fait que c'est un mot anglais, donc ça n'est pas que doucement, c'est pas que du tourisme lent, c'est aussi autre chose. Je crois que vraiment ça s'inscrit dans une double démarche. Là, il y a une démarche qui est native au départ, qui est de prendre le temps, c'est vrai, de prendre le temps de voir, de comprendre, d'arrêter de consommer le tourisme. C'est-à-dire, j'ai vu, j'ai été là, j'ai rempli ma carte de post-it et ça y est, j'ai fait du tourisme. C'est pas ça. C'est d'essayer vraiment de s'immerger dans un contexte, une situation, un environnement, une destination. Et pour prendre ce temps, il faut aussi arriver à le comprendre. Je crois que le deuxième aspect, c'est de se dire qu'on comprend là où on est arrivé. Et nous souhaitions, dans cette démarche de slow tourisme, et c'était un petit peu l'idée aussi, d'apporter quelque chose de plus récent qui est arrivé avec le Covid, qui est arrivé avec le fait que les gens pensaient pouvoir découvrir quand on allait très loin. Or, on peut découvrir à côté de chez soi. On peut découvrir, surtout en France, des régions, des contextes, mais des cultures. Et c'est de cela qu'il s'agissait pour nous, découvrir une nouvelle culture, et nous, notre culture, c'est celle du végétal. Celle du végétal dans les Mauges. Du coup, c'est un peu le circuit court du tourisme, en quelque sorte. C'est un circuit court du tourisme, c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est l'idée de s'appuyer sur cette culture locale. La culture locale, c'est celle du végétal. La terre de l'Anjou a été une terre d'acclimatation des végétaux lorsqu'ils arrivaient des explorations botaniques par bateau. C'est aussi une culture aujourd'hui encore présente, puisque Chemillé en Anjou, là où se situe le château de la Tourlandry, ce qui explique que nous soyons porteurs de ce projet, c'est encore aujourd'hui la ville européenne des plantes médicinales. C'est de là que partent la plupart des camomilles et des menthes poivrées dans toute l'Europe. Donc cette culture est restée. Donc il y a une culture forte du végétal. Et comment est-ce qu'on en fait une destination? Comment est-ce qu'on dit aux gens, venez voir cette culture qui est la nôtre, qui est celle de l'intérêt que nous portons au végétal? Eh bien, cet appel à projet nous a permis d'écrire In Terra Mogia, et c'est en fait la route du végétal. Il y a ceux qui ont la route du vin, il y a ceux qui ont, en tout cas dans notre région, la Loire à vélo. Eh bien, nous, on s'est dit, on va se doter d'une destination qui sera la route du végétal. Qui est la route du végétal. Vous avez lancé, alors je crois de mémoire que c'est en 2021, un projet dans le parc du château de la Tourlandry qui est le Permaparc. Quelle est la différence? Est-ce que le Permaparc s'inscrit dans ce projet In Terra Mogia? C'est vrai que ce Permaparc a été un prémisse et nous a aidé probablement à écrire ce projet, puisque le Permaparc rendait compte d'une exploitation que l'on voit à l'écran là. Vous voyez les cercles. Tout ce qui est à l'extérieur des cercles a été aujourd'hui planté de 1622 arbres. Ça s'est terminé là il y a 2-3 mois, même pas 2 mois. Et ce Permaparc, c'est l'idée de pouvoir engager une action de reforestation, donc protection de la planète, mais également d'apprendre ce que c'est
que cette culture nouvelle qui va pouvoir prendre place entre les arbres, donc de l'agroforesterie, et donc on est dans la permaculture, mais qui n'est pas que vivrière pour pouvoir manger. On parle beaucoup de permaculture pour le maraîchage, mais là c'est pour entretenir la biodiversité dans des lieux forestiers. Entretenir la biodiversité, justement, avant de passer à mes questions très pragmatiques, quand est-ce que ça commence, quels sont les partenaires que vous cherchez, etc., le GIEC a publié un rapport assez alarmiste sur la situation, l'état de notre planète aujourd'hui. Est-ce que finalement ce projet Interra Mogia pourrait s'inscrire dans un rôle de préservation de l'environnement? Alors totalement. Le projet, alors nous, au Château de la Tourlandrie, on s'inscrit complètement dedans. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que ce lauréat a été décerné dans le cadre du plan de relance, mais vous l'avez rappelé, par l'ADEME. Donc il y a le volet environnemental et prépondérant. D'accord, donc c'est pas juste relancer l'économie locale à travers une initiative touristique. Ah, c'est aussi de l'économie locale. C'est aussi arriver à faire venir des touristes dans une destination de ruralité où, a priori, ils ne venaient pas nécessairement, mais c'est aussi de préserver l'environnement, puisque d'ailleurs on diminue la distance, au lieu d'aller à l'autre bout de la Terre, ils viennent chez nous, enfin on l'espère. Et puis, bien sûr, on va leur expliquer pourquoi. Donc, oui, c'est un sujet environnemental, que ce slow tourisme, c'est une économie verte qu'on est en train de développer dans le tourisme. C'est une façon de dire aux gens, bien vous venez profiter de cette nature, mais pour pouvoir en profiter encore longtemps, il faut la comprendre et il faut la préserver. D'accord. Les deux notions, comprendre et préserver. C'est extrêmement important, éduquer et agir en fait. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous êtes en recherche de partenaires aujourd'hui, de partenaires autour de partenaires locaux finalement, ou est-ce qu'ils sont déjà définis, vous les avez déjà trouvés? Alors, il y a un certain nombre de partenaires déjà inscrits dans le projet. Nous avons l'occasion de le présenter et nombreux de nos partenaires futurs se sont tout de suite, ont levé la main en disant mais c'est génial, on va y aller. Et des partenaires peut-être presque improbables parfois. Donc on a des restaurateurs, on a... Alors improbable, j'avais une dame qui a une entreprise de laiterie et qui me dit mais moi je fais du compost, des lombrics à compost. Mais les lombrics à compost, voir comment est-ce qu'on élève des lombrics à compost, c'est aussi une destination à découvrir. C'est sûr. Donc je n'y aurais pas pensé. Je n'aurais pas été chercher une entreprise laitière pour faire cela et sa proposition est arrivée de façon tout à fait intéressante. Mais d'autres m'ont dit, nous, tous les ans, on met des œuvres d'art dans nos parcs ou dans nos villages ou dans nos cœurs de village. Est-ce qu'on ne mettrait pas des œuvres végétales? Mais bien sûr. Donc une destination, la route du végétal, ça n'est pas que des parcs et jardins. Nativement, nous avons des parcs et jardins. Nous avons celui qui est chez nous, qui est Camifolia. Nous avons le parc de Molévrier, dont les médias s'emparent volontiers en ce moment avec la période des cerisiers en fleurs. Mais nous avons aussi d'autres parcs, des restaurateurs, des musées du végétal et des lieux de destination, d'hébergement qui sont les nôtres. Et il n'y a pas que le château de la Tourlandrie, il y a plein d'autres châteaux. Il y a plein d'autres châteaux. C'est ça qui est merveilleux. Mais nous avons quand même des recherches de partenaires, si je peux encore... Bien sûr, n'hésitez pas, évidemment. Si je peux encore... et comment on peut vous contacter, du coup, sur le site du château de la Tourlandrie? Sur le site, il y a des numéros de téléphone peut-être qui se sont affichés. Mais vous avez... nous, on recherche encore des mécènes parce que la biodiversité, la protection de l'environnement, ce ne sont pas des sujets économiques, ce sont véritablement des sujets de mécénat, puisqu'on s'intéresse à du temps long qui nous dépasse. Donc nous avons encore besoin de mécènes et d'entreprises qui ont envie de s'engager dans cette dynamique d'économie verte dans le tourisme. Dans le tourisme, une dernière question, Madame Luciani. Quand est-ce que ce projet va voir le jour? Quand est-ce que... Il est déjà là. Pas pour tous les plans. Il y a 4 pans. 4 pans qui sont les sciences, l'art, l'histoire et les sens. Il ne reste plus que l'art. Et l'art, j'y vais demain, c'est avec le musée d'Orsay. Nous essayons d'avoir notre dernier partenariat, puisque avec le musée d'Orsay, on va leur demander de nous prêter numériquement des œuvres qui racontent le végétal au XIXe siècle. C'est extraordinaire. Quel est le public? C'est plutôt un public en recherche d'informations et de contenu qui va venir nous voir. C'est pas encore un public jeune, je suis d'accord. On n'est pas encore sur le jeune public. Cette première phase s'adresse à un public adulte, mais surtout à ceux qui avant allaient très loin pour s'immerger,
pour découvrir, qui viennent chez nous, au château de la Tourlandrie, pour découvrir. Et ils découvriront de très belles choses. Je rappelle, Madame Luciani, que vous êtes donc directrice générale du site touristique du château de la Tourlandrie et que vous êtes venue nous voir aujourd'hui parce que vous êtes donc motrice, d'une certaine façon, leader d'un très beau projet qui s'appelle Intera Mogia et qui a pour vocation de promouvoir le végétal, de faire connaître le végétal à travers 4 thèmes qui sont l'art, les sciences, l'histoire et l'essence. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Luciani, aujourd'hui. Merci à vous. On va marquer une dernière pause et on se retrouve juste après pour la suite de votre édition du JT Vu d'ailleurs. À tout de suite. Vous l'aurez bien compris, c'était un enregistrement que nous avons réalisé mercredi dernier. Dans l'actualité économique et sociale, il y avait un monde d'avant et il y aura un monde d'après la pandémie. Une des victimes du Covid-19, c'est le circuit court. Avant le premier confinement, les consommateurs se précipitaient pour acheter leurs fruits et légumes en direct. Les AMAP étaient reines. Tout le monde se promenait en guenilles dans la rue avec son petit panier rempli de fruits et légumes à l'aspect louche. Mais ça venait de la ferme du coin. Le paysan était le distributeur. Bref, dans l'air humait un doux parfum révolutionnaire à l'encontre de la grande distribution. Tout le monde voulait la tête de Schellcher, de Leclerc ou bien encore de Bompard. Mais un an après le confinement, alors que l'inflation est, semble-t-il, structurelle et non conjoncturelle, beaucoup de clients de ces AMAP sont retournés au supermarché. Pourtant, ce moins d'intérêt est surprenant, car les sondages et études se suivent et constatent toutes un enthousiasme grandissant des Français pour des systèmes de distribution plus justes et plus durables. Mais que se passe-t-il ? C'est simple, consommer responsable nécessite du temps pour apprendre à faire différemment. Or, les individus n'aiment pas le changement et les routines sont encore plus rassurantes dans le contexte actuel anxiogène et très incertain. Cette édition du JT Vu d'ailleurs est maintenant terminée. J'ai été ravi de vous accompagner en cette fin de semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de ce... écoutez, la semaine prochaine, c'est férié. Du coup, il n'y aura pas d'édition du JT Vu d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour une nouvelle édition de votre JT pour qui les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour le live de TV Finance. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.